Voici un nouvel épisode de notre rubrique consacrée à une année au cinéma. Alors voyageons une nouvelle fois dans le temps, à l'instar de Malcolm McDowell dans C'était demain de Nicolas Meyer, et revenons 46 ans en arrière à l'année 1980. Quels films pouvait-on découvrir cette année-là? Quels événements? Quelles apparitions? Quelles disparitions? Voici donc le calendrier ciné de l'année 1980 en 12 mois et pas moins de 70 films. Utopia. Et commençons par le mois de janvier, avec la découverte en salle d'un nouveau film de Michel Deville, avec Dominique Sanda et Géraldine Chaplin, d'un nouveau film d'Yves Boisset, avec Miu Miu en femme flic, et d'un film de braquage de William Friedkin, avec Peter Falk et Peter Boyle. À part ça, dans Le mariage de Maria Brown, Rainer Werner Fassbinder et Anna Schygulla reviennent dans l'Allemagne en ruine de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tandis que dans La mort en direct, Bertrand Tavernier et Romy Schneider prophétisent une télévision voyeuriste qui s'immisce dans l'intimité jusqu'à filmer à son insu la maladie et la mort en direct. Et puis Festival du film fantastique d'Avoria, 8e édition, avec l'un des premiers films de Bigas Luna, un Fred Walton avec Carol Kane et un Nicolas Meyer, mais aussi l'un des plus beaux films de John Carpenter, Fog, où la petite ville côtière d'Antonio Bay se trouve envahie par un épais brouillard menaçant. Enfin, découverte du premier Mad Max de George Miller, avec un Mel Gibson débutant, lancé à toute vitesse sur les routes australiennes, ivre de vengeance, Fast and Furious. Février, à la 5e cérémonie des Césars, triomphe Roman Polanski, Miu Miu et Claude Brasseur. Sinon en salle, Philippe Dobroca donne une suite à Tendre Poulet et Sylvester Stallone donne une suite à Rocky. Tandis que Lucio Fulci réalise un nouveau film de zombies et Stuart Rosenberg un nouveau film de maison hantée. À part ça, dans Cocktail Molotov, Diane Curis se souvient de son mai 68 avec Élise Caron, Philippe Lebas et François Cluzet tout jeune, sur la route et à côté, au rythme de chansons composées par Yves Simon et interprétées par Murray Head. Sinon, souvenir toujours, Youssef Chahine, dans Alexandrie pourquoi, se remémore ses années de guerre en Égypte, marquées notamment par la découverte des comédies musicales hollywoodiennes. Et puis, cinéma toujours, mais dans un genre différent, Marie-Claude Trelloux, dans Simone Barbès ou La Vertu, filme le quotidien d'Ingrid Bourgoin, et Martine Simonet, ouvreuse dans une salle porno du quartier Montparnasse, et ce n'est pas toujours simple. Non mais... Enfin, dans Elle de Blake Edwards, Dudley Moore espionne ses voisins libertins à la longue vue, se rend chez le dentiste avec une assistante tatillonne. Puis chez un révérend avec une employée très âgée. Et enfin, il flash en voiture sur Baudérec en jeune marié, avant de la suivre dans les rues de Los Angeles pour une folle filature ou pas. He's a child. Oh, shit. Mars, Francis Ford Coppola inaugure les studios Zoetrope avec la production pharaonique de sa comédie musicale Coup de cœur, tandis que sortent en salle un nouveau film de Werner Herzog et un nouveau film de Ken Loach, alors que Philippe Kaufman adapte Richard Price et Louis de Funès Molière. À part ça, dans le Guignolo, Jean-Paul Belmondo se rend à Venise et survole la Sérénissime en hélicoptère, en toute simplicité.
Sinon, Steven Spielberg, dans 1941, filme des bagarres homériques entre soldats, tandis que le général Robert Stack, réfugié dans une salle de cinéma, pleure devant Dumbo. Et puis, dans un genre différent, Nadine Trintignant, dans Premier Voyage, suit ses 2 enfants, Marie et Vincent, en fugue dans la montagne, après le décès de leur mère, à la recherche d'un père absent depuis longtemps. C'est loin chez papa. Il vit dans un port, sur un bateau. À part ça, Alan Clark, dans Scum, ausculte la violence des camps de redressement pour mineurs en Angleterre, et ce, dès l'arrivée. Enfin, Merveille des merveilles, Paul Grimaud et Jacques Prévert, dans Le Roi et l'Oiseau, inventent le plus poétique des ascenseurs qu'empruntent le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16, mais aussi les plus poétiques des escaliers que dévalent à toute vitesse une bergère et un ramoneur en fuite. Avril, à la 52e cérémonie des Oscars, des statuettes pour Robert Benton et Dustin Hoffman et pour Sally Field, tandis qu'en salle, Christian Clavier va craquer chez François Leterrier et Daniel Auteuil et quelques autres vont passer leur bac chez Claude Zidi. À part ça, Dario Argento, dans Inferno, confirme dans cette énième scène de déambulation pré-meurtre qu'il est un grand cinéaste de la couleur, mais aussi dans cette scène, au sortir d'un taxi, qu'il est un grand cinéaste du détail. Sinon, dans Le Cavalier électrique, Sidney Pollack et Robert Redford imaginent un cow-boy perdu à cheval dans Las Vegas, plus vraiment dans son époque. Enfin, le mois d'avril est meurtrier, avec la disparition du réalisateur italien Mario Bava, inoubliable pour Le Masque du démon, Opération Peur ou 6 femmes pour l'assassin, et enfin la disparition d'Alfred Hitchcock, inoubliable pour tout. Mais Festival de Cannes, 33e édition, avec en sélection officielle un Bertrand Tavernier, un Maurice Pialat, un Jean-Luc Godard, un Marco Bellocchio et un Ettore Scola. Et puis toujours en sélection officielle, Samuel Fuller, dans Au-delà de la gloire, The Big Red One en anglais, se souvient du débarquement en Normandie. Tandis qu'Andrei Tarkovsky, dans Stalker, plonge un écrivain, un professeur et un stalker dans la zone, pluvieuse, silencieuse et en ruine. Et puis effritement toujours, Alain Resnais, dans Mon oncle d'Amérique, termine son film à New York sur une peinture murale qui semble se fragmenter, se décomposer en fonction du montage. Sinon, dans un genre différent, Peter Sellers, dans Bienvenue Mr. Chance, d'Al Ashby, incarne un jardinier jusqu'ici reclus dans une grande propriété, mais bientôt contraint de sortir au dehors, à la découverte du monde, dans les rues de Washington. Enfin, le jury du festival, présidé par Kirk Douglas, décerne une double palme d'or, tout d'abord à Akira Kurosawa, pour Kagemusha, avec ses éternelles batailles dans le Japon du XVIe siècle, et une autre palme d'or à Bob Fosse pour All That Jazz, comédie musicale crépusculaire, avec Roy Scheider en ersatz du cinéaste chorégraphe, imaginant sur scène sa propre mort flamboyante, l'apothéose d'une vie. Juin, découverte en salle d'un nouveau film de Mark Rydell avec Bette Midler et d'un nouveau film de Walter Hill avec les frères Carradine, Kitsch et Qued,
À part ça, dans Enquête sur une passion, Nicolas Roeg ausculte la liaison entre Art Garfunkel et Teresa Russell, qui commence dès le générique au musée du Belvédère à Vienne, au milieu de tableaux de Gustav Klimt et au rythme de la voix de Tom Waits. Sinon, Jean-Marie Perrier, dans le documentaire Téléphone public, revient en split screen sur les performances scéniques hautes en couleur de Richard Kolinka, Corinne Mariano, Louis Bertignac et Jean-Louis Aubert. Enfin, Téléphone toujours, Richard Gere et Debbie Harry, en ouverture d'American Gigolo de Paul Schrader, nous invitent à les appeler. Eh bien, Richard et Debbie, c'est quand et où vous voulez. Juillet, Roger Moore part en mer et en guerre chez Andrew McLaglen, tandis que Kirk Douglas rejoue les cow-boys chez Hal Needham et qu'il voyage dans le temps, chez Don Taylor. À part ça, Karl Reiner, dans Un vrai schnock, révèle Steve Martin sur grand écran, et c'est beaucoup. Sinon, Douglas Hickox, dans L'Ultime Attaque, revient sur la débâcle de l'armée anglaise en Afrique du Sud à la fin du XIXe siècle, 1700 soldats britanniques d'un côté, 23 000 combattants zoulous de l'autre. Enfin, La Panthère Rose, Casino Royale, Quoi de neuf, Pussycat, The Party, Lolita, Dr. Folamour, l'acteur anglais Peter Sellers, que l'on venait de redécouvrir dans Bienvenue Mr. Chance, nous quitte prématurément à l'âge de 54 ans. Août. En salle, sortie d'un nouveau film de Francis Giraud avec Romy Schneider, d'un nouveau film de Mario Monicelli avec Gérard Depardieu et d'un nouveau film de Robert Enrico avec Philippe Noiret et Michel Serrault. À part ça, Walter Hill, dans Les Guerriers de la Nuit, imagine la réunion de tous les gangs de New York à l'invitation du leader révolutionnaire Cyrus. Sinon, dans un genre différent, George Lucas et Irving Kershner donnent une suite à Star Wars, l'Empire contre-attaque, avec son lot de scènes cultes sur la planète Hoth, sur la planète Dagobah ou sur la Cité des Nuages, avec 2 dialogues passés à la postérité, celui entre la princesse Leia et Han Solo avant la cryogénisation. I love you. I know. Et bien sûr, celui entre Dark Vador et Luke Skywalker au bord du vide, frisson garanti pour toujours. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. Not true. Septembre. Le mois commence à Venise avec la 37e Mostra qui prime Louis Malle et John Cassavetes, tandis qu'en salle sortent un nouveau Claude Chabrol dans La Campagne bretonne et un nouveau Alan Parker à la High School of Performing Arts. À part ça, Al Pacino, dans le Cruising de William Friedkin, incarne un flic infiltré dans le milieu SM gay de New York et prend son rôle très à cœur.
tandis que Clint Eastwood, dans Bronco Billy, incarne un cow-boy fatigué qui commence à prendre son rôle un peu moins à cœur. Sinon, dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, Jim Abrahams et les frères Zucker dynamitent la comédie américaine avec la complicité de quelques acteurs sur le retour, comme Leslie Nielsen, Peter Graves, Robert Stack ou ici Lloyd Bridges. Et puis, rien à voir, et c'est ça qui est bien, dans Le Dernier Métro de François Truffaut, Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, en pleine France occupée, se rapprochent sur scène, puis dans les coulisses pour une étreinte très François Truffaut. Oui. Enfin, le mois de septembre est endeuillé par la disparition de Tex Avery, génial inventeur des cartoons les plus déjantés de l'histoire du cinéma, mais aussi la disparition de Barbara Loden, actrice éphémère chez Elia Kazan et surtout réalisatrice de Vanda, film absolument unique dans tous les sens du terme. Octobre. En salle, découverte d'une comédie de Gérard Houry avec Pierre Richard et d'un polar de Jacques Deray avec Alain Delon, tandis que Maximilien Schell et Anthony Perkins se perdent dans le trou noir et Olivia Newton-John dans le disco à Xanadu. À part ça, dans Un mauvais fils de Claude Sauté, Patrick Devers sort de prison et retrouve son père Yves Robert, et cela ne va pas se passer sans quelques remous. Sinon, dans De la vie des marionnettes, tourné en Allemagne, Ingmar Bergman plonge le tueur Robert Hadzorn en pleine introspection psychanalytique dans l'immensité blanche immaculée. Das graue Licht verflüchtigte sich und wurde durch eine weiche, gedämpfte Morgendämmerung ersetzt. Tandis que dans un genre différent, Peter Medak et George C. Scott, dans L'Enfant du Diable, réinventent le film de maison hantée et nous font bien flipper. Enfin dans Shining, d'après Stephen King, Stanley Kubrick, Jack Nicholson et Shelley Duvall réinventent eux aussi le film de maison hantée et nous font eux aussi bien flipper. Novembre. Découverte en salle d'un nouveau film d'Alejandro Jodorowsky, tourné en Inde, d'un nouveau film de Paul Mazursky, inspiré de Jules et Jim, et d'un nouveau film d'Andrzej Wajda, tourné entre les États-Unis et la Pologne. À part ça, Federico Fellini, dans La Cité des Femmes, plonge Marcello Mastroianni en plein rêve, entre participation à des congrès féministes et découverte d'une étrange maison des plaisirs. Sinon, dans Bye Bye Brasil, Carlos Diegues suit la tournée d'une troupe d'artistes itinérants sur la route transamazonienne, direction la ville d'Altamira. Et puis Wim Wenders, dans Nick's Movie, filme le crépuscule de son ami Nicolas Ray, rongé par le cancer, avec cette image pour l'éternité, le cinéaste en parallèle d'une projection publique de son film Les Indomptables, seul derrière l'écran, s'allumant une cigarette. Sinon, John Landis, dans les Blues Brothers, mythifie John Belushi et Dan Aykroyd, adeptes de bonne musique et de punchline qui tuent. It's 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. Enfin, le mois de novembre est endeuillé par la disparition de l'actrice hollywoodienne Mae West et de l'acteur hollywoodien George Raft, mais aussi par la disparition de Steve McQueen, inoubliable Thomas Crown, inoubliable Frank Bullitt et inoubliable Papillon à l'âge de 50 ans.
En fin décembre, découverte en salle d'un nouveau film de Claude Berry avec Catherine Deneuve et d'une nouvelle comédie de Claude Zidi avec Coluche, tandis que les Charlots affrontent Dracula et Superman, le général Zod, à part sa sortie en salle du documentaire Let There Be Rock, qui suit le groupe AC/DC lors d'un concert au Pavillon de Paris en décembre 1979 et rend hommage à son chanteur Bon Scott, décédé 2 mois plus tard. Sinon dans la boom, Sophie Marceau, alias Vic, s'ennuie à une boom avant l'inspiration décisive d'Alexandre Sterling, alias Mathieu, sur le slow éternel de Vladimir Cosma. Et puis dans un genre différent, les spectateurs français peuvent enfin découvrir, 3 ans après sa sortie américaine, Eraserhead, premier long métrage de David Lynch, l'idée d'une déflagration. Enfin, dans Stardust Memories, Woody Allen regarde Charlotte Rampling au rythme de la voix de Louis Armstrong, l'idée, là aussi, d'une déflagration. Sometimes I wonder why I spend a lonely night. Baby, I know, dreaming of a song melody, my memory, and I want to get with you. Voilà, l'année 1980 au cinéma, c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais c'était aussi un film que nous avons soigneusement gardé pour la fin. La vie de Brian, des Monty Python, sorti au mois d'avril, film culte évidemment, et plus particulièrement pour son final, sur la croix, avec Eric Idle, qui s'apprête à entonner la chanson « Always Look on the Bright Side of Life ». Oui, l'année 1980 au cinéma, eh ben c'était vraiment vachement bien. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.